Bonsoir. Ça va? Merci, un fan au premier rang. Elisabeth, bonsoir. Vous voulez, plutôt que d'applaudir moi, applaudir la fille du décorateur de Jacques Tati sur Mon oncle et Playtime, Elisabeth Roman. Elle est là. C'est classe, non? J'aime bien Tati. À l'aise, tout de suite. Alors, on va commencer maintenant, parce qu'on a vraiment 1 heure chrono, et que je vais un tout petit peu rappeler les règles de ce cycle pour que vous soyez incités à revenir, puisque c'est le premier cours de cette saison 2 de cours au Méliès. Et que c'est un mode de fonctionnement un peu particulier, qui est un peu copié sur l'Université populaire de Pessac, qui fait partie des lieux exemplaires dans le travail de pédagogie du cinéma. Donc le principe, c'est que pendant 1 heure, on parle avant de voir un film, et on ne parle pas forcément du film, sinon autant le faire après. On parle d'une notion, et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler donc du plan fixe, puisque cette année sera entièrement consacrée au mouvement de caméra. Et donc on va commencer par l'absence de mouvement de caméra. C'est l'objet de ce cours-là. Et la fois prochaine, on parlera du travelling. Et c'est Sarah Ohana, qui était déjà intervenue brillamment l'année dernière, qui remplit cette année, et qui a choisi le film Week-end de Jean-Luc Godard. Premier lundi d'octobre, donc ça vient assez vite finalement. Voilà, et donc il y aura probablement encore un cours au Méliès quelques semaines plus tard pour boucler l'année, l'idée étant qu'il y en ait 6 par an, voilà. Un lundi par mois, grossièrement. Voilà, et donc le principe, je donne la règle du jeu pour ceux qui n'en sont pas encore familiers, c'est qu'on travaille sur 3 ou 4 extraits de films, on fait vraiment de l'analyse sur certains, sur d'autres on peut être un peu plus rapide, et la règle du jeu c'est que le dernier extrait porte sur le film que vous allez voir ensuite. Là j'ai joué vraiment le jeu à fond, parce que du coup j'ai pris le tout début de Playtime, vraiment le tout début. Mais après la projection, on pourra parler toute la nuit, si vous voulez, du film dans son entier. Je blague à peine en fait, parce que je ne me vois pas réussir à parler que 20 minutes de Playtime après la projection, or d'habitude ce lieu ferme à 23h30. Donc on va quand même faire semblant de respecter cette règle-là, mais peut-être qu'on finira sur le parvis, on discutera pendant 4 heures. Parce que je pense que dans cette salle, là, numériquement, au moins 2 ou 3 personnes devraient avoir le choc esthétique de leur vie. Je suis assez sérieux, hein. Je pense qu'on ne peut pas se remettre de la découverte de ce film quand on est dans un rapport de sensibilité proche de celle de Tati. Et j'en reparlerai tout à l'heure, parce que je dirai 3 mots de présentation du film à 21h. Alors d'abord, je me suis dit que comme je faisais la première leçon de chaque année, il fallait un peu un cours de révision. Et donc du coup, je vais vous montrer un tout premier extrait sur le plan fixe, mais qui en fait a vocation à mettre en dialogue le plan fixe avec d'autres mouvements de caméra qu'on verra par la suite, et éventuellement aussi à réviser les échelles de plan. C'est un truc un peu sadique, mais... Voilà, c'est un extrait assez court d'un film génial. Voilà, tous les extraits de films que je vais vous montrer là sont des films géniaux. Qui s'appelle Las Urdes, les Urdes hautes, et le titre français c'est Terre sans pain. Donc c'est un court-métrage de Luis Buñuel, son 3e film. Donc avant il a fait Un chien andalou et L'âge d'or, et tout à coup on passe de film explicitement surréaliste à un documentaire. Voilà. Qui est assez surréaliste par ailleurs. Mais ce geste-là de cinéma était déjà un geste assez troublant, et voilà, le film est à la fois extraordinaire, fondateur, magnifique, théoriquement extraordinairement riche. Mais on va juste prendre un tout petit extrait du film. D'abord on le regarde, et puis celui-là on va le reprendre un peu plan par plan, mais juste pour voir si vous avez révisé tout l'été les 6 premières leçons de la première saison, quoi. C'est parti. Las Urdes. Cette vallée est relativement riche, on rencontre quelques noyers, des ciesiers et des oliviers. Ceci est le village de Martinendran. Alors là c'est un peu sadique quand même. L'échelle de plan sans voir l'image, c'est un peu... Moi je l'ai l'image, donc je ne savais pas. On va recommencer. Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des ciesiers et des oliviers. Ceci est le village de Martinendran.
Ces croûtes que l'on voit entre les arbres qui évoquent la carapace d'un animal fabuleux ne sont autre chose que les toits du village. À l'entrée du village, un chœur de tout nous accueille. La majeure partie des habitants est malade. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des Urdes hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son goitre, elle n'a pas plus de 32 ans. Nous visitons le village accompagné de l'alcade de Martine Andran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint. Mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvise médecin, s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammée. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, comme nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. Voilà, c'est pour commencer dans la joie, donc. Alors pourquoi choisir cet extrait? D'abord parce qu'il y a déjà une sorte de confrontation entre la fixité et le mouvement, mais que cet extrait permet aussi de travailler sur comment introduire du mouvement malgré ou avec la fixité du plan. Donc je rappelle qu'un plan fixe, c'est simple, hein, c'est que la caméra est fixe, c'est qu'elle enregistre la vie devant elle. Là, ça bouge dans le cadre, mais le cadre, lui, ne bouge pas. Là, il y a de légers panneaux de recadrage au passage, donc les plans ne sont pas tous absolument fixes. Mais avant, dans la première partie de la séquence, il y a 2 panoramiques très marquants. Donc il y aura un cours sur le panoramique, on n'a pas encore choisi l'intervenant. Si vous êtes volontaire, venez me voir à la sortie. Et donc il y a un premier panoramique qui balaye le paysage, le tout premier plan d'extrait. Et puis ensuite, il y a un deuxième panoramique qui décrit le groupe humain et qui passe d'un corps à l'autre au moment où on évoque la maladie et le goitre. Voilà. Mais au-delà de ces 2 mouvements importants, qui sont vraiment des panoramiques descriptifs pour voir le contexte, des plans d'installation pour le premier, et puis ensuite le contexte humain dans lequel ils évoluent, et pour constater de suffisamment près l'ampleur des dégâts provoqués par la maladie. Le reste, ce sont essentiellement des plans fixes ou très légèrement mouvants quand il y a des petits panoramiques de recadrage. Or, dans la deuxième partie de l'extrait, il y a quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. C'est pour ça que j'avais envie de commencer par cet extrait. C'est que, vous l'avez vu, il y a un fondu au noir qui va nous permettre de changer de sujet et de nous attarder sur une figure, c'est-à-dire cette fillette. Et là, c'est non seulement un modèle pédagogique, voilà, le fondu au noir est là, donc on en passe, on n'a plus l'image. Julie, si tu peux faire quelque chose, voilà. Ah oui, c'est normal qu'il n'y en ait pas en même temps, donc c'est un fondu au noir, donc on est dans le noir, vraiment. Et donc là, on va faire surgir un personnage qui se distingue de la foule des villageois, et sur lequel on va s'attarder quelques instants, puisque malheureusement, son destin est assez vite scellé. Regardons. Nous visitons le village accompagné de l'alcade de Martine Andran. Donc ça, c'est le premier plan. C'est un plan fixe, donc. Quelle échelle de plan? C'est juste pour voir qui a révisé. Oh là là, il y a des gens qui disent plan large. Je vais être obligé de les virer de la salle. Oh là 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 là. Personne ne sait? Plan d'ensemble, oui. Absolument. Un plan d'ensemble, bah oui. Toi, tu vas être obligé de réviser, c'est pas du tout un plan moyen. Donc plan large, ça n'existe pas, c'est un plan d'ensemble, on reconnaît la fillette, alors surtout avec une vraie bonne copie, hein, là c'est une mauvaise copie du film, et néanmoins, c'est vraiment le paysage dans lequel son corps s'inscrit qu'on filme d'abord et sur lequel on cadre. Du coup, l'enjeu là aussi, c'est un élément de contextualisation du corps. À ce premier plan large, qui est en réalité un plan d'ensemble, succède un deuxième. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant... Qui est celui-ci, que là, on pourrait qualifier de plan moyen. Il est un tout petit peu plus large qu'un plan moyen classique.
Il est entièrement centré sur le corps de la fillette, dans une disposition très particulière, puisque son corps s'inscrit entièrement dans la diagonale de l'image. Et ce qui sépare ces deux plans, c'est un fondu enchaîné. Donc on s'est très fortement rapproché de la fillette, alors même que ce sont deux plans fixes. Donc il y a une logique qui est celle, si l'on veut, du zoom, une sorte de raccord dans l'axe. D'habitude, ce type de raccord s'opère par montage cut. Là, on va directement auprès de la fillette, et l'accompagnement ne se fait pas par le déplacement de la caméra, mais par le fondu enchaîné qui confond ces deux images et qui lui permet de s'inscrire doublement dans le cadre. Elle est à l'arrière-plan, enfin au centre de l'image, mais à l'arrière-plan du plan d'ensemble initial. Ici, elle occupe presque entièrement le cadre. Troisième plan. L'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint. Mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvise médecin, s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons... C'est quoi cette échelle de plan? Oh là 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 là. La première saison sera distribuée gratuitement à tous les spectateurs qui sortent. Ceci est un vrai gros plan. Ce n'est pas un plan rapproché. Rapproché serait beaucoup plus éloigné qu'il ne l'est ici. Et on a raccordé sur une figure de montage très fréquente, qui est un raccord de mouvement. Vous avez vu qu'on raccorde sur le geste de la tête qui se redresse et qui nous permet de faire face à la fillette et réciproquement. Donc on a trois échelles de plans différentes, plan d'ensemble, plan moyen, gros plan, qui se succèdent ici, avant d'introduire une toute dernière échelle de plan juste après. Et ce sont trois plans fixes, alors que, ou quasi fixes ici, alors que la logique est très clairement celle de s'approcher. Si on regarde comment fonctionne cette séquence depuis le début, on a commencé par un plan général avec le panoramique qui permet de balayer tout le paysage, et là on est déjà sur l'avant-dernière échelle de plan, c'est-à-dire le gros plan, qui précède la toute dernière que je vais montrer tout de suite. Voir et que voilà. et sa gorge enflammée. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. Et là, on a affaire à un très gros plan. Autrement dit, dans cette séquence, on a l'intégralité des échelles de plans possibles. Autrement dit, dans cette séquence, on a commencé par le plan le plus large qui soit, le plan général, et à la toute fin, on finit par le plus étroit qui soit, c'est-à-dire le très gros plan. Sans utiliser de mouvements pareils, donc en travaillant exclusivement sur des coupes, et ici, dans une logique de raccord dans l'axe systématique, c'est-à-dire qu'on va toujours voir au plus près, et du coup, ce qui attire la caméra, ce qui attire l'œil, c'est très clairement la bouche, c'est très clairement la maladie, et c'est très clairement ici, la mort. Autrement dit, tout le paysage, depuis le premier plan, à la faveur de ce panoramique initial et des raccords dans l'axe successif, et des rapprochements successifs de la caméra, va créer un effet de tourbillon qui trouve son point d'aboutissement dans la bouche d'ombre de cette jeune fille dont on dit qu'elle meurt peu après. Donc le paysage entier est avalé par cette bouche de mort. Autrement dit, là, c'est vraiment le découpage et le montage de l'extrait qui provoquent cette impression du point d'aboutissement. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent du trou dans la douche de Psychose, puisque j'avais commencé par cet extrait la fois dernière. Voilà. À la toute fin, là, le gros plan, c'est quasiment le trou qui absorbe toute l'eau dans Psychose. Tout le paysage est absorbé par ce point de destination qui est la mort de la fillette. Parenthèse, je disais que c'était très triste, mais enfin, le tout petit rebond quand même pour nous reverser du côté de la vie, c'est que beaucoup d'éléments dits par la voix off dans Terre sans pain sont faux. Et il y a de grandes chances que cette fillette ne soit pas réellement morte. Enfin, aujourd'hui ici. Mais en tout cas, que l'information délivrée par l'autorité de la voix off soit en réalité erronée. Par la suite du film, on filme le corps d'un enfant promené dans le village. Cet enfant respire encore, il bouge encore, il n'est de toute évidence pas mort. Et on peut du coup espérer rétrospectivement que cette fillette décrite comme prochainement morte, en réalité est survécue. L'enjeu, c'est de raconter par le faux la vérité de cette région, sa vérité sociologique, humaine, économique. Et ça peut passer parfois par des petits mensonges. Et si ce film est si connu, c'est aussi pour ça. Parce que c'est un geste de documentariste qui assume de passer par la mise en scène et par le faux pour pouvoir atteindre des choses plus vraies encore. Bon, ça c'était le premier extrait, et l'enjeu c'était aussi de montrer que, en fait, le découpage est parfois une façon de se substituer au mouvement, et qu'en fait, par le plan fixe, on peut aussi s'approcher, là, concrètement.
avec un geste d'ailleurs de relais. Vous avez vu qu'un des collaborateurs du cinéaste rentre dans l'image et s'approche, et que ce geste-là d'approche nous autorise, nous, à aller au plus près de la jeune fille à laquelle il essaye de porter secours, même si ce geste est assez vain compte tenu de la conclusion. Est-ce qu'on peut rajouter que je trouve que le type de raccord est fictionnel? Oui, Entre les 4 plans. Là, bien sûr. Le raccord de mouvement sur le mouvement de la tête est complètement fictionnel. Les 4 sont les vraiment ouais. fictionnels. Donc c'est très clairement mis en scène. Et ça se voit effectivement dans le montage. Absolument. Du coup, puisque le plan fixe peut néanmoins rendre compte du mouvement et produire une impression de mouvement, je vous propose de dénoncer le mouvement de caméra un peu clairement. Voilà. Alors c'est pas moi qui vais le faire, hein, c'est un type qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et ce type s'appelle Jean-Luc Godard. Voilà. J'ai l'impression que les 3/4 des gens qui bougent la caméra aujourd'hui le font parce qu'ils l'ont vu bouger ailleurs. On bouge la caméra pour faire cinéma. Et de fait, il y a des effets de mode sur cette question-là, du mouvement de caméra, y compris dans le cinéma très contemporain. On a l'impression que la modernité, c'est le mouvement permanent. Et on a créé une histoire du cinéma pour raconter ça, y compris avec des jalons très importants. Hein. Ophuls en Europe, par exemple, ou Cassavetes aux États-Unis. Enfin, on pourrait se raconter l'histoire du cinéma par l'accouchement d'une modernité qui serait liée à cette libération de la caméra. Et on avait invité ici l'inventeur de la Steadicam, qui a évidemment contribué à associer cette image de modernité avec une nouvelle technique cinématographique de déplacement de la caméra. Mais je ne développe pas ça, c'est pas mon sujet. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le plan fixe travaille sur la contrainte, le positionnement des corps dans l'image, et du coup d'observer quelques exemples précis de ce rapport-là au plan fixe comme effet d'étau sur les personnages, puisqu'il y a un rapport à la contrainte, c'est-à-dire qu'on sait que la caméra ne bougera pas. Et donc j'ai envie de faire dialoguer 2 cinéastes dans l'histoire du cinéma, parce que ça m'a amusé de faire ça, qui sont en l'occurrence 2 réalisatrices. La première d'entre elles, Alice Guy, et une réalisatrice de la modernité, dont dans un film qui fait vraiment partie des films majeurs de l'histoire du cinéma, et qui s'appelle Chantal Akerman. Alors pourquoi ça m'intéressait? Entre autres parce que cette question de la contrainte, de la fixité, me paraissait aussi renvoyer au cadre imposé par la société, et que le plan fixe peut aussi contester. J'ai l'impression d'être un peu fou, mais c'est exprès, parce que du coup les extraits vont venir préciser ce que je veux dire. Premier exemple, c'est donc dans un film de 1906 d'Alice Guy, qui nous a valu un beau ciné-concert récemment au Méliès, qui s'appelle joliment « Les résultats du féminisme ». Je ne sais pas qui a vu ce film ici. Oui. Pas mal. Bon, il est trouvable sur YouTube, hein, par ailleurs. Et donc, je vous ai choisi la toute fin du film, parce que la contrainte du cadre, et donc du plan fixe, de la fixité du plan, raconte quelque chose sur ce moment-là de l'histoire du cinéma, sur le rapport à la fixité, mais aussi parce que dans la structure même de ces 3 plans, il y a 3 plans seulement, il y a quelque chose qui se raconte de l'enjeu fondamental, qui est entre autres la lutte contre le patriarcat.
commenter sous deux axes très différents. D'abord un axe esthétique. Qu'est-ce que ça raconte là, le choix de mise en scène et le choix du plan fixe, avec à l'appui un livre fondamental d'histoire du cinéma qui s'appelle La lucarne de l'infini de Noël Birch. Et puis sous un angle plus politique sur les rapports entre les sexes ici. D'abord sous l'angle esthétique, Birch va distinguer deux phases de l'histoire du cinéma, de façon un peu radicale. Il va opposer le mode de représentation primitif, on y est là, 1906, au mode de représentation institutionnel qu'invente Hollywood pour normaliser le cinéma, pour le naturaliser. Il dira que son entreprise à lui de chercheur, c'est de dénaturaliser le cinéma hollywoodien. Et donc là, on retrouve un certain nombre des caractéristiques qu'il désigne et qui sont attachées à cette fixité du plan. Voilà. Le cinéma a commencé par enregistrer ce qui se passait devant lui à la manière d'un spectateur de théâtre. Ici, la dimension théâtrale est très explicite, elle l'est aussi dans un grand nombre de films de Méliès. Je dis à commencer, évidemment, il faut corriger aussitôt. C'est une des veines du cinéma primitif, il y en a d'autres, puisque vous savez que le premier travelling est inventé en 1896 sur un bateau à Venise, et que très vite, en fait, on a sorti la caméra dans la rue et on a bougé, en l'occurrence, en le mettant sur un véhicule, donc ça s'appelle une caméra embarquée. Mais cette fixité ici, elle a à voir avec ce qu'on imagine être la continuité entre la pratique du spectateur de théâtre et la pratique du spectateur de cinéma. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de la captation de scènes qui nous permettent d'aller d'espace en espace, de sorte que les caractéristiques que Birch désigne ici, c'est la fixité du plan, c'est la frontalité de la prise de vue, c'est une échelle de plan qui permet des plans moyens ou des plans d'ensemble, donc pour avoir tous les personnages en même temps. Il n'y a aucun découpage par scène, donc ce sont systématiquement des plans séquences. Et c'est une autre caractéristique dont on va reparler, le fait que le récit n'est pas centripète, mais il est centrifuge. Autrement dit, on va accepter que dans le même plan, il y ait des récits multiples qui se déploient et qui permettent au corps de partir un peu dans tous les sens. Et dans cet extrait-là d'Alice Guy, il y a vraiment cette idée-là, puisque vous avez vu qu'il se passe des choses à l'arrière-plan. Les hommes, par exemple, qui protestent viennent de l'arrière-plan, ils se font éjecter par l'arrière-plan, et donc il y a une interaction entre le hors-champ venu de l'arrière-plan et ce qui se passe sur le devant de la scène. Donc dans ce film-là, on a une des illustrations du plan fixe dans le cinéma primitif, ou hérité du cinéma primitif, qui est un dialogue très explicite avec l'art théâtral. En fait, ce sont des exemples de prolongement de cette tradition-là, c'est-à-dire d'alliance entre le plan fixe, la théâtralité et la durée, qui vont m'intéresser spécifiquement, parce que je ne pouvais pas traiter de l'ensemble des plans fixes de l'histoire du cinéma. Et donc, je vais essayer de travailler sur cette question-là, de l'inscription de la durée dans son rapport au plan fixe. La deuxième façon de parler de cet extrait, c'est évidemment sur les rapports hommes-femmes. Le film est fondé sur une inversion très simple, hein. On confie aux femmes le rôle des hommes, donc de rien foutre, d'être au café. Dans cet extrait, dans cette partie de l'extrait, c'est quand même ça. Et on confie aux hommes les rôles des femmes, c'est-à-dire de s'occuper des enfants, d'aller faire les courses, d'aller à l'école, de faire le ménage, etc. Donc toutes les tâches qui sont dévolues d'ordinaire dans la société aux femmes en 1906, reste à savoir jusqu'à quand, sont là, tout à coup, confiés aux hommes. Parenthèse, si vous êtes passé devant la bibliothèque Robert Desnos en venant, là, il y a une photo qui est entièrement sur ce même procédé, puisqu'il y a une exposition de photos sur la question des sexes et des genres, et sur les pratiques genrées, y compris dans le champ domestique. Et il y a par exemple une photo de woman spreading, c'est-à-dire une femme qui écarte les jambes comme on le fait dans le métro, quand on est un homme qui veut imposer sa présence. Voilà, on le tient un peu comme ça. Donc en fait, cette logique d'inversion, elle continue à travailler beaucoup de représentations. Et il y a une sorte de continuité entre ce film d'Alice Guy et l'image que vous pourrez voir à la sortie sur les grilles de la bibliothèque. Sur cette question-là du rapport entre les hommes et les femmes, pour moi, il y a une espèce de résonance entre le cadre, sa fixité, ses contraintes. Vous avez vu que tous les acteurs doivent être dans l'image, ici, parce que c'est comme une scène de théâtre, et donc on doit tout voir. Donc il y a quand même une forme de centralité, ce qui nuancerait un tout petit peu la description de Birch. Les corps font assez peu d'aller-retour sur les bords du cadre, il y a peu de sorties de champ par les côtés, on sent vraiment par l'arrière. Et par ailleurs, il y a une espèce de rôle à tenir. Voilà. Et en l'occurrence, le rôle inverse du rôle qu'on joue dans la société. Et du coup, le cadre ici est une espèce de carcan.
Voilà. Et ça raconte évidemment le carcan inversé, en miroir de la véritable société, dans lequel les hommes sont dans le mauvais rôle, en l'occurrence, c'est-à-dire celui d'attendre la fin du travail des femmes. Et ça m'a intéressé de faire dialoguer cet extrait-là sur le carcan social représenté par le carcan du cadre cinématographique, les règles sociales fixes et déterminées pour toujours, correspondant à la fixité de la caméra et au choix du cadrage pour enfermer les personnages, avec un deuxième extrait beaucoup plus contemporain, qui est donc un extrait de Chantal Akerman, dans un de ses films mythiques, qu'on diffuse assez peu parce qu'il dure 3h30, donc c'est toujours un peu compliqué à programmer, et pourtant il est passionnant, qui s'appelle Jeanne Dillman. Parenthèse, c'est pas le titre complet, parce que le titre complet, c'est l'adresse à laquelle habite Jeanne Dillman, de sorte que ça n'est pas seulement le portrait d'un personnage, c'est aussi le portrait d'un lieu. Voilà, et ça se voit très clairement dès cette ouverture du film. Là, c'est le tout premier plan, et je vous propose là aussi de regarder les 3 plans, et on va voir tout à coup une sorte de résonance entre ces 2 extraits. Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Alors, à samedi prochain.
pense qu'on voit la continuité des deux extraits. C'est-à-dire qu'à la fin du premier, les femmes sont renvoyées à l'espace domestique et 70 ans plus tard, très exactement, elles y sont encore. Elles s'occupent de la cuisine, très longuement. C'est dans ce fameux film qu'il y a le plan de l'épluchage des pommes de terre en continu. Plan génial par ailleurs, parce qu'évidemment, ce qui travaille aussi, c'est le rythme, c'est les temps de pause, c'est le temps de la réflexion pendant l'activité ménagère. Voilà, mais j'ai préféré ouvrir par celui-là pour une raison entre autres, c'est qu'il y a un point commun entre ces deux extraits, qui est un point commun de structure. Vous avez vu que dans le film d'Alice Guy, on commence par le premier plan à l'intérieur du bar, puis on sort à l'extérieur, avec la toile peinte, qui du coup donne un faux effet d'intérieur-extérieur, et puis on revient dans le bar, et là on renverse les rôles, on renverse la table. Voilà. Or, dans ce film-là aussi, il y a un enjeu de structure, pour revenir du plan 1 au dernier plan, qui sont identiques, et pour montrer que l'activité continue comme si de rien n'était, dans un rapport de rituel. Voilà. Que rien ne pourra faire varier a priori. En tout cas, c'est ça qui nous est donné à voir. Alors même qu'au cœur de ce rituel, qui privilégie très nettement le plan séquence, la durée, le fait que les choses imposent leur durée à la femme et au spectateur, il y a quand même des ellipses. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout de ce qui se passe. Mais dans ce qu'on ne voit pas aussi, les ellipses sont situées entre deux plans strictement identiques. Le plan du couloir s'ouvre et se referme de la même manière avec le don, enfin l'appropriation du vêtement masculin, puis sa restitution à la fin du plan. Et donc dans cet extrait-là, qui est vraiment le tout début de Jeanne Dielman, il y a ce jeu d'encadrement qui prolonge la logique du rituel, qui prolonge la logique d'enfermement, qui prolonge la fixité du cadre pour moi. Le cadre fixe raconte cet enfermement-là dans un rituel ménager auquel la femme est condamnée et dont elle pourra très difficilement sortir. Or, dans cet extrait, malgré tout, elle sort un peu du cadre. Et du coup, les ellipses qu'on voit, et notamment évidemment l'ellipse sur l'acte sexuel, parce que c'est quand même ça dont il s'agit en réalité, elle se prostitue, c'est pour ça qu'elle accueille des hommes. C'est dit très clairement dans ce geste génial de l'argent mis dans la soupière, c'est-à-dire dans un instrument, un objet qui renvoie à la pratique ménagère, mais qui permet d'accumuler quand même un tout petit magot qui pourrait servir à d'autres choses. Donc dans cette structure-là, il y a une logique à la fois d'enfermement et il y a la possibilité de quand même faire un tout petit peu bouger le cadre, y compris parce que le corps s'échappe. Il s'échappe la première fois quand elle tombe la blouse et qu'elle révèle sous sa blouse des vêtements plutôt soignés, voilà, qui vont lui permettre d'accueillir l'homme en fait, parce qu'elle ne peut pas l'accueillir en blouse. L'homme a besoin, pour rêver et fantasmer, j'imagine, d'avoir une autre représentation de la femme. Et donc elle est obligée de se métamorphoser pour pouvoir ensuite assouvir son deuxième rôle, qui est en l'occurrence d'assouvir les besoins, y compris sexuels, de l'homme qui lui rend visite, lui-même inscrit dans un rituel, puisque la première chose qu'il dit, c'est à la semaine prochaine. Voilà, donc on est vraiment là, dans ces deux exemples, sur une forme d'enfermement de la femme. Chez l'une, on imagine une révolution, mais en fait, elle ne peut pas marcher. Et donc, du coup, à la toute fin, on revient à la domination masculine et on évacue entièrement les femmes, sauf une, vous noterez dans le film d'Alice Guy, dans le tout dernier plan, la serveuse est restée dans l'image. On ne l'a pas virée parce qu'on a besoin d'elle. Donc, elle peut continuer à faire le service, exactement ici, comme le personnage principal de Chantal Akerman. Voilà, et donc le plan fixe, déjà, m'intéresse par son pouvoir de contestation sous des apparences tranquilles et sereines. Voilà. Et d'une certaine façon, ça renvoie à cet extrait de Chantal Akerman, parce que quand même, ce bruit continu de gaz, là, il fait quand même penser qu'à un moment, ça va péter, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de gonfler, comme une sorte d'effet cocotte-minute, quoi. Et donc, quand elle le relance, puis le baisse, on se dit que certes, c'est à feu doux, et que malgré tout, il y a un risque d'explosion. Or, l'explosion va se produire, je ne veux pas dévoiler, mais elle va se produire par des effets fous, par leur minimalisme, puisqu'en l'occurrence, si ce monde va se dérégler, c'est parce qu'à un moment, les patates vont être trop cuites. Voilà. Et c'est ce tout petit dérèglement-là, cette espèce d'entorse à une espèce de rigidité du planning et du timing, qui va permettre une forme de libération potentielle et qui va permettre d'aller vers une émancipation plus grande, et donc d'échapper, entre autres, à ce questionnement-là sur la domination économique masculine, qui est aussi la première détermination donnée par le geste du client dans cette image. Voilà, et donc ce qui m'intéresse là, c'est cette sorte de tension entre la fixité du cadre, la contrainte sociale, et là, en l'occurrence, patriarcale, qu'il peut incarner, et la possibilité de le faire vriller
et du coup d'inventer une liberté. Voilà. Et donc c'est dans cette alliance-là que j'avais envie de situer cette intervention, dans ce rapport à la contrainte forte, contrainte de présence des corps dans l'image, contrainte de l'impossibilité d'accompagner les corps par un mouvement de caméra, mais aussi contrainte sociale et détermination extrêmement forte, déterminisme même. Et puis tout à coup, comment dans un cadre donné, très fixe, qui travaille sur la fixité, malgré tout, on peut mettre de l'invention, et évidemment là on tend vers Jacques Tati. Parce que Tati a très peu de plans mouvants, on va en voir, hein, dans Playtime il y en a, mais quand même fondamentalement son plaisir c'est à composer l'image, et donc à travailler et à surjouer le cadre. Et donc pour surjouer le cadre, à démultiplier les plans fixes. Il le fait pour 2000 raisons, hein, y compris des raisons très personnelles. Vous savez que Tati, s'il n'avait pas été cinéaste, aurait probablement succédé à son père comme encadreur d'art. Il a suivi cette formation-là, et donc la question du cadre a un rapport très direct avec la peinture. Et du coup, il va démultiplier, y compris dans notre extrait, des effets de cadre dans le cadre, donc des surcadrages, pour travailler sur cette dimension très plastique et plasticienne de la composition des plans, que sert merveilleusement le choix du plan fixe. Sauf que chez Tati, cette fixité du plan, qui renvoie à un monde comme ça un peu ankylosé, y compris sous les dehors de la modernité chez les Harpel, va là aussi être infléchie et va permettre de réinventer une liberté. Dans l'extrait que vous allez voir, cette fois j'en parle un tout petit peu avant, parce qu'il est un peu long, c'est l'extrait de la Garden Party dans Mon oncle, qui annonce un certain nombre de choses de Playtime, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Vous allez voir qu'on va surjouer la surdétermination spatiale, tout l'enjeu ça va être ça, de tenir dans le bon carré, de marcher sur les bonnes dalles, de pouvoir choisir le meilleur endroit pour être sûr que rien n'implosera, un peu comme la cocotte minute chez Chantal Akerman, sauf qu'évidemment, des implosions, il y en a. Alors il y en a une qui intervient juste avant mon extrait, mais là ça aurait été vraiment trop long. En l'occurrence, le tuyau qui sert à alimenter le poisson au centre du jardin a fui à cause de M. Hulot, et donc ils sont obligés de déplacer la Garden Party, ce qui est évidemment un tout petit drame à l'échelle de ce nouveau rituel social de la Garden Party. Je vous laisse voir Mon oncle, 1958, troisième extrait. Enfin, écoutez quand même. Vous avez certainement dû y toucher. Monsieur Harpel était en train de m'expliquer l'importance du poste qu'occupe votre mari. Qu'est-ce que c'est? Mais arrêtez! Arrêtez, Georgette! Et non pas comme ça! Ah non, comme ça, enfin! Là, du calme, du calme, du calme! Alors écoutez, c'est peut-être une simple fuite, je ferai réparer ça demain matin. Oh, mais non, on ne peut pas laisser ça comme ça! Mais si, vous allez voir! Faites pas confiance. Oh, ça me connaît, Gérard, va me chercher la boîte à outils. Décidément, mon pauvre Richard, vraiment ailleurs, c'est pas la Mais bien sûr, Tiens, bien ça, sûr. Faites attention, je prends le d'accord, mais où allons-nous? Venez tous. Je prends c'est la amusant, ça, hein? En avant. Allez, hop, allons-y. Voilà. Prenons le central. J'essaie. Nous allons certainement trouver un coin tranquille. Suivez-moi. Non, je suis absolument d'accord. Mais marchez. Mondial ne peut rien contre l'imbroglio. Qu'est-ce qu'il a fait avec votre ombrelle? Je ne savais pas que son jardin offrait autant de possibilités. C'est vrai, hein? Un peu sur votre gauche. Venez, c'est ravi. Mettez-vous dans ce coin. Ah oui. Georgette, vous restez là. Madame Pichard, ici. Bon, alors, la table, Attention à la marche. en longueur. Ça y est. C'est ça. Tout le monde à gauche. Non, mais non, jamais. Eh bien, alors, pour le commandement. Alors, Water, Georgette, avancez. aidez, ne restez pas comme Là. ça. Mais oui, madame. Madame Pichard, s'il Eh vous bien, plaît. Charles, Dégagez la dirigez-vous. table. Suivez, Je vais cher me ami. diriger. Faisons le tour. Je vous en Tenez, prie. par ici. Faites attention. Voilà. Ça y est, je suis sur le bon chemin. Regardez derrière vous, Madame Pichard. Ne c'est pas la fin de votre chemin. Attendez, pour faire vous aider. Écoute, la chaise. Et Voilà arrivé. Ah, Madame Pichard, Merci. c'était pas... Ah, bon, je vous en prie, Madame Pichard. Mais- Monsieur, cher Walter, vraiment, je m'excuse. Connaissez-vous les champagnes? Oh oui, ce sont à manger un seul galop directoire. Tout à fait à leur base.
vraiment, c'est très joli. Ça continue à contre là. Maintenant, permettez-moi de vous aider. Là. Je vous sais en pire, monsieur Rantet. Je suis navré, vous allez doucement. Oh, j'avais oublié ce grand ami qui n'a pas pris son thé. C'est pour votre frère? Ah ben, Madame Walter, mais certainement pas de ma vie. Oui, oui. Non, il est là. Il le prend à l'envers. Non, là-dessus. Non, merci. Monsieur, fabricant, on peut faire cela de Moi, je peux pas, là. Excusez-moi. Il la fait sur la table. Je suis sûre que mon cavalier là. Ah, non, il est grand. Je suis sauvée. Ne cherchez plus. Oh, c'est malheureux, mais moi, je ne réussis que les crêpes et Il est vraiment très serviable, ce qui est rare. Avouez, messieurs, que la galanterie se fait. D'ailleurs, ils sont tellement pris par leurs affaires. Pensez pas qu'on peut exiger, c'est très, très intéressant. C'est vous qui avez raison. Oui, tiens. Mais, votre frère n'est plus là. Ouf, il a disparu. Oh, mais où est-il? Ah, vous étiez là. Je vous oublie pas. Vraiment, alors, Richard, je suis là. Tenez, honneur au travailleur. Écoute, tout de même, tu me sens Plus extraordinaire. ce garçon. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai dit, moi, encore plus toute la semaine. Allez, viens, mon chéri, il a enlevé ma cravate. Viens là, dépêche-toi, mon petit dépêche-toi. Dépêche-toi, mon chéri. Là, merci. Non, vous allez pas faire ça. Non, mais viens, Regardez, non. Oh, non, vraiment. Non, laissez-nous, ça ira très bien. Quel mal. ça va pas être long. Ça y est, c'est réparé. Oui, allez-y. Vas-y, alors dépêche-toi. Fous à tes commandes. Vas-y. Envoyez-le. Envoyez. Oh, ma bête. Tenez, petit Walter. Merci. Ça va marcher, vous allez voir. Bien sûr. C'est une conduite. Alors là, je comprends plus. Ah non, je ne sais plus. Bonsoir. Oh, c'est un ami qui vient me chercher. Oh non, vous n'allez Un pas. cavalier extraordinaire. Je vais préparer des cocktails. Ici, C'est chou. ça y est. C'est parce que le voyons, il n'oublie pas. Walter, vous êtes fait mal? Attention, Mais oui, vous êtes fait mal. tout cassé. Ah, c'est pas normal, je suis toi. Oh, mon jardin. Il est là. Le voilà. C'est pas Tenez bien le petit, c'est le plus hargneux. Madame Walter le tient. Oh, bravo, madame. Vous avez été très courageuse. Bravo. C'est réussi. Compliment. Au lieu de me regarder, aidez-moi ou quoi? Tenez, c'est malin. Vous avez dû vous faire affreusement mal, chère Non, madame. non, pas du tout. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Et puis, Charles, mon vieux, dans quel état vous êtes mis? Bon, bah, vous savez, il fallait bien que quelqu'un se dévoue. Enfin, c'est réparé. Allez, au revoir. Demain, allez, madame. Viens, petit. Au revoir. Au revoir, Sierpel. Bah, tes gants. Non, ce n'est rien, mais
Vous avez bien reçu mon fleur. Oui, Alors c'est le principal. Au revoir, votre père. Au revoir, madame. Madame, mais votre verre. Oh. Alors, je vais commenter trop rapidement, mais ce qui est assez fascinant, donc il n'y a que des plans fixes dans cette séquence. Et évidemment, le plan fixe ici rejoue les contraintes du décor. Il y a vraiment un rapport avec ce découpage du jardin, avec les zones où on a le droit de marcher ou pas marcher, avec ces petites dalles qui imposent un parcours. Voilà. Et le plan fixe va instaurer une sorte d'équivalent à cette trajectoire des personnages, qui par ailleurs, et d'une certaine façon comme dans les deux extraits précédents, ne cesse de revenir au même, puisqu'en fait le lieu sur lequel ils aboutissent à la fin, c'est exactement le même que celui dont ils sont partis. Pas au début de notre extrait, mais juste avant. Donc ils sont partis d'un espace qu'ils vont réinvestir après avoir fait le tour du jardin. Donc évidemment, rien n'aura avancé. Et rien ne peut avancer parce que tout est totalement figé. Ce qui est figé ici, c'est tout ce qui renvoie aussi au social. Par exemple, les conventions, par exemple, les hiérarchies. Pichard qui se dévoue, et qui fait il fallait bien que quelqu'un le fasse, évidemment, le fait parce qu'il doit le faire, parce qu'il y a son supérieur hiérarchique dont la crédibilité est en jeu, et qu'il lui faut donc se sacrifier, et en l'occurrence disparaître, et du coup se cacher dans un arrière-plan, là aussi, qui n'est plus dans la profondeur de champ, mais qui est carrément dans la profondeur du terrain, puisque c'est dans un trou que le personnage finit par disparaître. Au passage, il y a un petit jeu de Tati, metteur en scène, qui fait demander à la voisine « Mais où est votre frère ?» alors qu'il y a un autre personnage qui a disparu de façon beaucoup plus ostensible, d'une certaine façon, qui est Pichard lui-même. Bon, mais tout est rejoué, là, pour mettre en sorte et souligner les règles contre lesquelles il faudrait pouvoir un tout petit peu se battre, y compris les rapports hommes-femmes, y compris les rapports hiérarchiques et sociaux. Voilà, qu'on va bousculer, et pour le bousculer, il y a un moment, il faut marcher à côté des dalles, il faut couper en travers ce jardin insupportable qui contraint les corps, et il faut libérer du coup les corps et les comportements. Ça a lieu grâce à M. Hulot d'abord, c'est lui qui perce le tuyau, donc il provoque du coup le désordre nécessaire à l'invention d'une liberté. Ça a lieu grâce aux chiens aussi, très important. C'est les chiens qui ouvrent le film dans Mon oncle, et c'est eux qui ne savent pas qu'il faut marcher sur les dalles. On ne leur a pas appris. Ça a lieu grâce à Pichard aussi, qui à un moment sort du champ. Parce qu'en fait, l'une des choses les plus incroyables de ce plan, de ces plans, c'est comment à un moment, au moment où ils essayent de sauver la fête en vérifiant que le poisson va fonctionner normalement, donc là, le temps de la réparation et le temps de la démonstration du jet d'eau. À ce moment-là, il n'y a plus aucun personnage qui sort du cadre. Donc là, le plan fixe est redoublé par une chose extrêmement simple et très belle, qui est qu'il n'y a plus de sortie de champ. Ils sont vraiment entièrement engoncés dans leur espace, dans une distance qui n'est pas si éloignée que ça des plans primitifs qu'on a vus tout à l'heure, donc chez Alice Guy entre autres, et on retrouve une sorte de frontalité théâtrale, puisque les personnages n'ont pas la liberté d'entrer et sortir. On retrouve aussi quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça d'un grand classique de Louise Buñuel, qui s'appelle Le charme discret de la bourgeoisie, où tout à coup, à un moment, on ne sait plus si on a le droit de sortir, pas sortir, d'avancer, de ne pas avancer. Et en fait, dans les normes sociales chez Tati, il y a cette idée-là que là, tout est tellement figé, tout est tellement impossible à remettre en cause que chacun va jouer son rôle jusqu'au bout. Ce qui libère ici, c'est cette espèce de fuite en avant générale, où y compris l'enfant se met à faire le sioux. Voilà, et d'ailleurs, il y a une voix ici qu'on entend bien mieux que sur plein d'autres copies qui dit que quand même c'est le petit qui est le plus récalcitrant, donc il faut d'abord s'attaquer au petit. Enfin, c'est juste un peu fou de s'attaquer à l'enfant, y compris quand il est déguisé en sioux. Voilà, et à ce moment-là, tout à coup, ce qui était de l'ordre de la contrainte devient un espace de liberté, parce que ça devient un terrain de jeu. Et c'était ça l'idée de Tati. C'était de prendre des caricatures d'architectes des années 30 représentant la modernité et de les détourner pour montrer que finalement, si les personnes utilisaient ce décor de façon ludique, ils arriveraient à lui donner un sens nouveau et à retrouver une forme de beauté dans le geste créateur des architectes. Et c'est ce que propose cette séquence, c'est tout à coup de réinvestir un décor hostile pour lui redonner du sens et de la beauté. Et ça passe par la libération des corps, comme dans le film d'Ackerman. C'est aussi la libération de son corps qui va lui permettre à un moment d'échapper au caractère mortifère du rituel.
Cette libération des corps ici, elle permet aussi une libération du cadre cinématographique, non pas parce qu'il bouge, c'est pas le mouvement ici qui libère, c'est la composition même de l'image. Or, que dit Noël Birch dans La lucarne de l'infini, déjà cité tout à l'heure, que le premier grand film moderne qui récupère des données fondamentales de la liberté du cinéma primitif, c'est Playtime de Jacques Tati. Et en fait, le caractère commun, c'est la centrifugalité de l'action. C'est-à-dire que tout à coup, quand le gamin sort, que tout le monde court après les chiens, que chacun essaye de retrouver qui est à qui et comment ils sont censés se sortir de cette espèce de fiasco généralisé, les corps partent dans tous les sens. Et on n'est plus du tout dans le désir de raconter une histoire, un point de vue, un récit, de s'identifier au héros, qui sera la logique du mode de représentation institutionnelle que développe le cinéma hollywoodien. Et donc Tati va renouer avec certaines des caractéristiques du cinéma primitif, et malgré la fixité du cadre, célébrer la liberté, à la fois des personnages, mais aussi de l'invention formelle représentée par le contenu ici de l'image et sa composition. On va terminer par un tout dernier extrait, qui est le tout début de Playtime, y compris parce que sur cette question-là, de la rigidité du cadre, mais aussi des formes à l'intérieur du cadre, je pourrais glisser tranquillement vers une présentation du film Playtime, et je le ferai à la manière de Jacques Tati, en toute humilité. Mais quand le film est ressorti en 79, après avoir été un semi-échec en 67-68, y compris à cause de 68, parenthèse, c'est pas le seul, hein, je t'aime de René et quelques autres, Tati disait, en fait, mon erreur, c'est que ce film-là, il fallait en dire 2 mots avant de le montrer. Voilà. Là, on va faire ça après. Dernier extrait, donc, Playtime, le film suivant de Tati, après mon oncle. Vous verrez la différence avec la projection numérique juste après. Hein. On vous montre d'abord la mauvaise qualité après la bonne. En tout cas, tu peux dire. Ouais, ouais. L'officier. Ça va? Oui. C'est long. Comment il est mignon. Tu as mis ta montre à la main. Quelle routine. Tu reviens ou pas? J'ai vu que tu reviens. Oui. Et puis j'ai mis ton pyjama au fond. Là. Arrivée en provenance de Francfort, porte numéro 47. Arrival from Frankfurt,
Flight 864, gate number 47. Alors, je vais essayer d'être concis. Premièrement, l'extrait de Jeanne Dielman tout à l'heure m'a fait penser à Playtime pour une scène précise, qui est la scène du monsieur automate dans la salle d'attente. C'est au bout de 10 minutes du film, vous verrez tout à l'heure. Parce que le travail de Tasti, c'est de ne travailler que sur les sons et de créer une sorte de solo musical. Hein, voilà. Et en fait, dans Jeanne Dielman, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans sa façon d'enchaîner les sons et les tout petits bruits, et quelque chose d'incroyablement musical, qui du coup devient chorégraphique dès lors que le corps est engagé dans la production de ces sons. Deuxièmement, ici aussi les questions des rapports hommes-femmes en marge, à l'avant-plan, sur le couple qui discute à l'avant-plan avec le mec qui répond toujours « oui, 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 oui ». Et là, il faut un œil avisé, par exemple celui de Michel Chian, spécialiste du son, pour avoir repéré qu'en fait, il y a un scénario autour de ces deux personnages, qu'on ne voit pas dans cet extrait, donc je triche, vous ne pouvez pas l'avoir vu. Et c'est qu'évidemment, on pense que la femme a préparé les affaires de monsieur, qu'il n'est pas apte à s'en occuper tout seul, et que donc il lui a fait son petit sac, tout ça, et qu'il va partir, et qu'en fait, en un sens, il va être libéré, parce que quand même, cette femme est un tout petit peu présente. Voilà. Et le film, au premier plan, raconte ça. Voilà. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, au moment du départ, c'est elle qui s'en va. Et donc en fait, elle a préparé tout pour qu'il reste, quoi. Et en fait, c'est elle qui se barre, dans un jeu d'inversion qui n'est pas sans évoquer Alice Guy. Il y a une espèce de coup de théâtre qui est, mais qui, en fait, va être libéré de la présence de l'autre. Et en l'occurrence, c'est la femme qui part. Elle part avec le landau, parce que vous avez vu qu'il y a un bébé, en fait, à l'avant-plan, et qu'on ne le sait pas toujours immédiatement. On ne le sait pas parce qu'on l'identifie ailleurs, ce landau. On l'identifie notamment, enfin, le bébé dans les bras d'une infirmière qui a l'air de sortir d'un bureau qui, en fait, sont des toilettes. Bon, la troisième chose, c'est que, évidemment, chez Tati, la fixité des lignes, là, les lignes droites très fortes, redouble la fixité du cadre. Et donc, il va jouer de façon extraordinairement géométrique sur ce contraste. Contraste servi par ce magnifique plan d'ouverture, puisque là, on a, pour le coup, affaire à de l'informe. Donc, ça s'ouvre sur les nuages. Et dès le deuxième plan, ces nuages, avec un panoramique au passage, premier mouvement de caméra. Et dès le deuxième plan, pardon, faut que je fasse ça. On voit contraster les lignes droites démultipliées du building moderne, comme dit le scénario, et l'informel des nuages. Et toute la première partie va mettre en scène ce contraste entre les lignes très géométriques qui viennent très souvent redoubler le cadre, comme tout à l'heure, le poisson dans le jardin des Harpelles, redoubler le cadre et décider pour partie du découpage de cette partie du jardin. Là, le rapport entre le formel et la rigidité et l'informel des nuages, a priori, tout paraît s'opposer, l'élément construit par l'homme et l'élément naturel. Tous les films de Tati s'ouvrent dans un rapport immédiat à la nature avant qu'elle ne soit gâchée par la présence de l'homme. Donc il y a une espèce d'Éden dans cette vue du ciel, dont on ne sait pas encore qu'elle a à voir avec le sujet du film, en l'occurrence là, avec l'arrivée des avions. Donc en fait, le building qui déchire le ciel a à voir avec la présence des avions, qu'on devinera à la fin de l'extrait que je vous ai choisi. Mais en fait, cette présence des nuages, là, elle a aussi à voir, et là il faudrait citer un livre qui s'appelle Théorie des nuages, avec l'idée de l'imaginaire. Parce que les nuages, c'est aussi le monde de l'enfance, et c'est aussi, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans la forme, là, qui est dans le ciel. Dans cette espèce de volume, là, indifférencié, qu'est-ce qu'on arrive à voir? Et en fait, cette expérience-là, d'enfant, de qu'est-ce qu'on voit dans une forme indistincte, dans la forme d'un nuage, c'est celle à laquelle il va nous confronter en tant que spectateur, puisque la séquence d'après, c'est qu'est-ce que vous voyez dans ce lieu? Voilà. Et comment vous arrivez à identifier des formes qui vont vous raconter une histoire. Et donc, il nous replace dans la situation des enfants qui vont essayer de trouver un raisonnement logique qui leur permet d'identifier l'endroit auquel on est confronté. Et évidemment, il va nous envoyer sur une fausse piste, si j'ose dire, en termes d'aviation. Parce que la piste sur laquelle on va tous aller, c'est une piste médicale. On va penser qu'on est confronté à un hôpital. Et tout va nous dire ça. Le décor, l'obsession de la propreté, c'est un des premiers gestes du film,
les voix basses, le rapport au silence, silence hôpital, c'est ce qu'on déduit du silence du lieu en fait, que c'est un hôpital aussi. Et puis l'ensemble des gens qui passent, la dame avec son chariot, dont on pense qu'elle pousse quelqu'un en fauteuil roulant, etc. Donc Tati a construit cet imaginaire, cette métaphore, qui en fait se révèle trompeuse, puisqu'on est bel et bien à Orly, dans un aéroport. Qui néanmoins, évidemment, fait sens, puisque l'enjeu de Tati, c'est de nous dire que le monde entier est en train de devenir l'équivalent d'un aéroport international. Hein. C'est-à-dire un lieu absolument différencié, puisque le film Playtime est un film prodigieux de lucidité, de clairvoyance, de côté visionnaire sur ce qu'est devenu la mondialisation et l'indifférenciation du monde. Et ça, on en reparlera à la fin, je pense. Bon, et donc, sur cette question-là de la fixité du cadre, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que du coup, Tati nous met en position d'enfant essayant de déchiffrer le monde. Et déchiffrer le monde, je tente un truc, on va voir si ça marche ou pas. Il y a des bonnes sœurs qui l'ont. Déchiffrer le monde, c'est par exemple avoir comme premier geste d'essayer de comprendre pourquoi il a choisi O et N. Et du coup, le temps de ce plan est extraordinairement long, il est aussi très rigide, les lignes sont très droites, confère la ligne de partage des deux couleurs au sol. Et du coup, on va accumuler des hypothèses qui vont être plus ou moins vérifiées. Mais d'une certaine façon, ce qui compte, c'est le travail du spectateur. Voilà. O et N, c'est par exemple deux choses très claires. Là, en français. Oui, ça peut dire non, parce qu'il y a le no, selon la façon dont on lit l'espace, de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Et là, le principe d'ouvrir un film sur un geste de négation, quand on a un décor aussi épuré, c'est intéressant, ça s'interroge. Il y a le on aussi, c'est intéressant aussi le on, parce que c'est un espace du commun, ça regroupe une foule indifférenciée. Il y a des textes fameux de philosophes sur la question du on, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi est-ce que ça se distingue du il, etc. Et là, il y a un espace du commun, puisqu'on est dans un non-lieu, pour citer un autre, en l'occurrence ethnologue. Mais il y a aussi l'ouest et le nord, puisque c'est des pôles pour essayer de se situer, et on est là en train d'essayer, nous, de nous repérer dans l'espace. Mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est que du coup, Tati va ouvrir avec des lignes extrêmement rigides, et toute la première partie est fondée sur cette rigidité du cadre et des lignes qui composent l'image, mais pour en fait, progressivement libérer notre regard. Parce qu'en fait, à l'intérieur du plan fixe, ce qui compte, c'est notre activité de spectateur pour essayer de réinventer la liberté du regard. Et du coup, notre œil, il va aller de l'avant-plan, au tout premier plan sur le landau ici, qu'on ne voit pas immédiatement. Il va aller du côté des marges pour aller regarder qui sort de ses bureaux et pour raconter quoi. Il va aller tout au bout là-bas. Et si vous observez bien au bout là-bas, vous avez peut-être remarqué un détail. Bah ouais, il y a 2 mannequins sur 3. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. La fixité du cadre trouve un écho dans la fixité des corps. Et en l'occurrence, ça n'en est pas des corps. Ce sont des photographies de corps qui sont plantés dans le décor et qui évidemment n'en bougeront jamais. Voilà, donc de même que tout à l'heure dans Mon oncle, les corps ne franchissaient jamais la limite du cadre et restaient figés, de même dans la première partie de Playtime, où il y a une sorte de glaciation, avant la libération possible des corps dans la deuxième partie du film, et ça on commentera tout à l'heure, il y a une espèce de rigidité qui enferme le monde, et donc du coup ce qui se joue et ce qui va libérer ce monde-là, c'est notre liberté de spectateur, et de ce point de vue, et je conclurai là-dessus, la fixité du cadre chez Tati est aussi une refus du mouvement de caméra. Vous avez vu qu'il y en a, il y a le panoramique initial sur les nuages. À la fin de cet extrait, il y a un travelling qui est quand même une tentative d'inventer un travelling comique, parce que le travelling va nous dévoiler progressivement celle qui fait l'annonce. Et quand même, moi je pense très souvent à ce plan quand je vais dans un aéroport, parce que Tati a dû entendre en boucle une voix aussi sensuelle que celle-là, et a dû se dire, mais comment se comporte un corps qui parle comme ça ? Et du coup, il a inventé cette espèce de truc au ralenti qui est encore plus accentué par la lenteur du travelling, comme ça, très cérémonieux, qui donne une espèce de côté très surréel à l'instant même où on identifie le lieu, à l'instant même où on assigne l'espace, puisque cette fois, grâce au surgissement de la voix, on sait qu'on est dans un aéroport. Voilà, et donc la dernière chose à dire sur ce plan fixe, tel qu'il est vu par Tati, c'est que la libération n'est pas forcément celle des corps à l'intérieur du cadre, elle doit être précédée par la libération de notre regard. C'est l'une des raisons pour lesquelles Tati refusait le gros plan, et d'une certaine façon pour lui, les mouvements de caméra, c'est comme des gros plans. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu vulgaire parce que ça montre du doigt, et lui, il ne veut pas qu'on montre du doigt, il veut que nous cherchions dans l'image, il y avait quelque chose de drôle, de signifiant, de poétique, etc.,
dans Playtime et au début du film, ça se voit notamment par un geste que vous allez repérer très vite pendant la projection, qui est un geste où tout à coup on voit quelqu'un au centre de l'image, mais très loin de la caméra, qui se met à caresser son chien, qui se trouve à l'intérieur d'un sac. Donc visuellement, elle caresse un sac. Et forcément, il y a un truc d'étrangeté, quoi, à la voir caresser le sac comme si c'était un animal, sauf qu'évidemment, il le contient, cet animal. Et donc c'est cette étrangeté poétique-là qui l'intéresse, et c'est aussi le fait que nous soyons contraints d'aller la chercher dans l'image. Or, et je termine là-dessus pour ouvrir sur du cinéma contemporain, il y a un cinéaste qui récemment a tenu un discours pour le plan fixe, et qui était l'invité du Méliès il y a très très peu de temps, et qui s'appelle Christian Monjou. Et Monjou, dans son dernier film formidable, qui s'appelle RMN, a fait un plan de 17 minutes, qui est quasiment fixe. Et il le commente comme ça. RMN est le fruit des mêmes préoccupations stylistiques que mes précédents films, depuis 4 mois, 3 semaines, 2 jours. C'est-à-dire la volonté de tourner en plan séquence. Je m'oblige à préserver l'intégrité de ce temps continu. Une fois ce principe posé, ma mise en scène doit le respecter jusqu'au bout, même si c'est compliqué. Un corollaire de cette décision, et que j'explique au chef opérateur, c'est que la caméra ne bouge pas pour répondre à notre volonté. Ses mouvements sont dictés par l'action. Si l'événement qu'elle filme est plutôt statique, la caméra ne doit pas bouger. C'est alors moi qui ferai le commentaire sur ce qui se passe. Il n'y a aucune autre explication à l'absence de mouvement de caméra de certaines scènes. Mais pour compenser ce statisme et donner un rythme interne à la scène, je dois toujours inventer quelque chose de dynamique à l'intérieur du plan. Dans les scènes où plusieurs personnages parlent et s'expriment, je ne ressens pas le besoin de faire des allers-retours de l'un à l'autre au montage. Le rythme vient toujours de ce qui se passe devant la caméra. Pour le plan fixe de 17 minutes montrant le débat en mairie sur la présence des étrangers dans le village, qui mêle des acteurs professionnels et non professionnels, nous avons fait entre 20 et 25 prises de la séquence. Pour les 4 ou 5 dernières, j'ai fait quelque chose qui en principe est interdit. J'ai fait parler les comédiens en même temps. Je me suis donc placé derrière la caméra et j'ai commencé à leur faire des gestes comme un chef d'orchestre, en dirigeant leurs réactions, plus fort, moins fort, pendant toute la prise. Voilà, et quand vous verrez ou reverrez RMN, qui est vraiment un des films les plus importants de l'année, ce plan est un des plus incroyables qui a été tourné en l'année 2022, et il est entièrement fondé par ce principe de libérer la parole à l'intérieur d'un cadre qui est une sorte de carcan, et qui permet du coup à chaque opinion de s'exprimer de façon plus ou moins distincte et plus ou moins audible, puisqu'il a aussi travaillé sur le fait que certaines des paroles produites dans l'image ne sont pas compréhensibles, y compris parce que dans ce plan de 17 minutes d'un débat public, il y a 4 langues différentes, et donc il commente aussi la façon dont il a dû travailler le sous-titrage pour décider ce qui était compréhensible ou ne l'était pas à l'étranger. Sur ce, merci de votre attention. Alors, je dis 2 mots de Playtime, et puis après on regarde le film. Ah oui, j'ai un petit peu de retard déjà. Alors ça va vraiment être 2 mots. Quand Tati présentait son film en 79, souvent, il disait ceci. Il disait, en fait, mon erreur, c'est que moi-même, en tant que visiteur et amateur d'art, si je vais visiter une expo d'art contemporain un peu innovante, j'ai besoin, pour l'aimer, de jeter un coup d'œil au catalogue avant d'entrer. Et donc, la présentation du film pour Tati, c'est une façon de jeter un petit coup d'œil au catalogue, pas pour raconter l'histoire, vous allez la voir, mais pour donner une piste, et elle a à voir avec la fixité, y compris la fixité du plan. Alors je donne juste ça. Quand les cahiers du cinéma l'interrogent pour savoir sur quoi est fondé le scénario, Tati ne dit pas bah voilà, c'est l'histoire de Monsieur Hulot qui arrive à Orly, et puis qui, d'ailleurs il n'arrive pas à Orly, en fait d'un groupe d'Américains qui arrive à Orly, qui à un moment croise la trajectoire de Monsieur Hulot, tout ça. C'est pas ça, le film, pour lui. Le film, quand Tati en parle, en fait, au cahier du cinéma, il le dessine. Et il le dessine, il demande un stylo, et concrètement, il commente les traits qu'il produit. Et les premiers traits qu'il produit, évidemment, sont des lignes droites. Et donc il va produire des lignes droites en expliquant que le début de Playtime, dans lequel était prélevé cet extrait, tous les personnages marchent en ligne droite, tournent à angle droit, dans des décors qui sont extraordinairement rigides et dans des plans fixes, pour l'essentiel. Et donc l'enjeu dans le film, ça va être de réintroduire de la vie par rapport à cette espèce de glaciation des rapports humains et économiques. Et du coup, la réintroduction de la vie va, dans ce film-là, passer par la courbe. Et donc la trajectoire de Playtime, c'est l'histoire d'une ligne droite qui s'incurve. Voilà. Alors évidemment, quand on dit ça, c'est pas hyper vendeur. On va voir un film génial, c'est l'histoire d'une ligne droite qui s'incurve. Voilà. Sauf que ça donne une espèce de schéma général et ça montre à quel point
Le projet de Tati est incroyablement plastique et passe par une invention des formes. Évidemment, la célébration de la courbe va culminer dans une scène extraordinairement connue que je ne dévoile pas pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Je lance maintenant, parce que je veux qu'il nous reste au moins un quart d'heure à la fin pour commenter et répondre à quelques questions. Bonne projection et à tout à l'heure.